Bonjour, lors de la vidéo antérieure, nous avons calculé les coefficients de l'estimateur bêta-chapeau dans le cadre d'un modèle de régression linéaire multiple. L'objectif de cette vidéo sera de calculer les coefficients, l'écart-type associé à chaque coefficient dans le cadre de ce modèle et la statistique de Student afférente à chaque coefficient. Mais pour arriver à ce calcul, nous devons tout d'abord déterminer la matrice des variances-covariances de l'estimateur bêta-chapeau. Un fait intéressant, les éléments qui seront sur la diagonale principale de cette matrice seront des variances, tandis que les autres éléments qui seront de part et d'autre de la diagonale de cette matrice seront des covariances, d'où le nom de la matrice, matrice des variances-covariances. Commençons nos calculs. Avant de commencer nos calculs, nous allons regarder la formule à titre de rappel que j'ai mis juste à côté sur cette feuille. La formule de la matrice des variances-covariances est égale à sigma carré U par l'inverse de la matrice X'. Nous connaissons cette matrice, l'inverse de la matrice X', puisque elle a été utilisée pour calculer les coefficients du modèle en utilisant cette formule. Maintenant, calculons sigma carré U. La formule de sigma carré U, nous l'avons utilisée depuis la régression linéaire simple. C'était sommation U chapeau au carré T divisé par T moins K moins 1. Calculons maintenant Y chapeau T, c'est-à-dire la valeur estimée de YT. Donc, ça va correspondre à la valeur de bêta 0. Je vais figer cette valeur en pressant l'option F4. Automatiquement, le logiciel met $ plus bêta 1 ou A1 à chapeau 1, valeur figée par l'option F4 multiplié par le coefficient bêta 1 ou A1 multiplié par le coefficient X1 plus bêta chapeau 2 ou A2. Je vais figer en pressant l'option F4 multiplié par bêta multiplié par X2T. Voici la première valeur estimée de YT. Nous allons tirer la formule pour trouver les autres valeurs estimées de YT. Le résidu du modèle est égal à les valeurs observées de YT, donc la cellule D3, moins les valeurs estimées de YT qui correspond à la cellule J3. Nous avons la première valeur de la série des résidus. Nous allons tirer la formule. Nous obtenons toute la série des résidus et nous allons faire la somme. Nous savons que cette somme doit donner une valeur qui tend vers 0, comme c'est le cas ici. Nous pouvons ajouter plus de chiffres après, nous pouvons ajouter plus de chiffres après la virgule. Ok, voyons, en ajoutant plus de chiffres après la virgule, qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc je vais fixer le ruban. Ok,
pour pouvoir ajouter plus de chiffres après la virgule. Ce sera plus facile. Et effectivement, on observe que c'est une valeur qui est très proche de 0. Maintenant, nous allons élever la série de UT au carré pour pouvoir faire la somme élevée au carré. Première valeur élevée au carré. Et nous allons tirer la formule pour les autres cellules et nous faisons la somme. Nous pourrions arriver rapidement à ce résultat si nous avions utilisé la formule programmée sur Excel SUMSQ, Sum Square, la somme des valeurs élevées au carré. Donc, on aurait le même résultat comme c'est dans le cas ici où l'on a effectivement le même résultat. Donc, maintenant, nous pouvons calculer sigma carré U. C'était déjà appliqué ici. Sigma carré U est égal à sommation de U chapeau, carré T, ok, divisé par T moins K moins 1, divisé par T moins K moins 1, donc T ou bien N, ça dépend de la terminologie retenue. Ce qui est important, c'est le nombre d'observations. Voici le nombre d'observations, moins K. K est égal à 2 dans le cadre de ce modèle. On a deux variables explicatives, moins 1. Donc, sigma carré U est égal à 30,57. Sigma carré U étant connu, l'inverse de la matrice XPMX étant connu, cela signifie que nous avons les ingrédients pour calculer la matrice des variances-covariances. La matrice des variances-covariances correspond donc à sigma carré U, cette cellule. Je vais figer la valeur en pressant l'option F4 multiplié par l'inverse, la première valeur de l'inverse de la matrice XPMX. Donc, je vais tirer la formule. Je tire la formule et je tire la formule dans l'autre sens. Donc, ces éléments, comme nous l'avions annoncé dès le début de cette vidéo, ce sont des écart-types, ce sont des variances, je suis désolé, tandis que les autres éléments de cette matrice, qui sont de part et d'autre de la diagonale principale, sont des covariances. D'où le nom, comme on l'a dit tantôt, matrice des variances-covariances. Maintenant, puisque nous disposons de la matrice des variances-covariances, nous pouvons calculer les écart-types associés au coefficient du modèle. Il suffit de prendre la racine carrée des éléments qui sont sur la diagonale principale. Donc, la racine carrée de cet élément, c'est la variance. La racine carrée de l'élément A2 de la matrice des variances-covariances. Okay. La racine carrée de l'élément A33 de la matrice des variances-covariances. L'élément A33, cet élément de la matrice des variances-covariances. Donc, nous venons d'estimer ici les écart-types du modèle. Le coefficient est connu, l'écart-type est connu. Si on veut estimer, il suffit de faire le rapport entre la valeur du coefficient estimé par
son écart type. Ainsi, nous obtenons la valeur de la statistique de student associée à chaque coefficient du modèle. Maintenant, nous allons aborder un sujet assez intéressant qui est l'un des problèmes rencontrés en économétrie, c'est le problème de multicollinéarité. Pour le moment, nous n'allons pas faire de test de détection de la multicollinéarité. Tout simplement, dans le cadre de cette vidéo, nous allons donner l'intuition de la multicollinéarité. C'est quoi la multicollinéarité en fait? On parle de multicollinéarité, c'est lorsque il y a deux ou plusieurs variables explicatives entre lesquelles il existe une relation de linéarité. Supposons par exemple que dans le cadre de ce modèle, la variable x de t est égale à 2 fois la variable x1t, c'est-à-dire il existe une relation de linéarité entre les variables x1t et la variable x de t et la variable x1t. Avant de faire cette supposition, nous allons tout d'abord calculer le déterminant de la matrice x'. Je vais appliquer la fonction m determ, m d e t e r m. Voici la matrice. Ok, nous connaissons le déterminant de cette matrice. Maintenant, supposons que, comme on l'a dit tantôt, x de t est égal à 2 multiplié par x1t. Nous allons tirer les valeurs. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Regardons ce que sera l'impact sur les calculs que nous avions effectués antérieurement. L'inverse de la matrice x' n'est pas possible à calculer puisque le déterminant de la matrice x' est nul. Puisque l'inverse de la matrice x' n'est pas possible à calculer, donc il devient aussi impossible de calculer la matrice des variances-covariances. Puisque l'inverse de la matrice x' est impossible à calculer, les coefficients associés, les coefficients du modèle eux aussi sont impossibles à calculer. Les écarts types et les t-student deviennent tous impossibles à calculer, et puisque nous sommes ici dans un cas de multicollinéarité parfaite. Donc, c'est un cas de collinéarité parfaite où, si on regarde par exemple les colonnes 2 et 3, nous voyons que la troisième colonne est égale à 2 fois la première colonne. Donc la relation de linéarité se répète entre ces colonnes de cette matrice. C'est la raison pour laquelle le déterminant de la matrice est nul. Maintenant, dans la plupart du temps, le dénominateur, nous n'avons pas des cas de multicollinéarité parfaite, c'est-à-dire le dénominateur de la matrice n'est pas égal à 0, n'est pas strictement égal à 0. Donc, nous allons, dans le cadre de cet exercice, regarder un autre exemple où j'ai déterminé l'inverse de la matrice x' en utilisant la formule, comme si je travaillais manuellement, en utilisant la formule des cofacteurs. Donc, voilà, chaque valeur de l'inverse de la matrice x' ici, c'est égal à 1 sur déterminant par 1 sur le déterminant de la matrice x' multiplié par cette petite matrice. Et la deuxième valeur, c'est moins 1 sur rapporté au déterminant multiplié par
le déterminant de la matrice, de cette petite matrice, etc. Donc, c'est de cette façon qu'on calcule l'inverse de la matrice x prime x. Et par la suite, la matrice cofacteur est calculée pour calculer la matrice des variances-covariances. J'ai considéré le déterminant de la matrice x prime x. Donc, ce déterminant, okay. Donc, j'ai pris pour calculer le sigma carré U qui est calculé de l'autre côté. Donc, je vais retourner la formule ici à sa valeur initiale pour pouvoir trouver la valeur de sigma carré U. Ok, je modifie un peu. Je modifie. Ok, voici, on est à la valeur, on est aux séries initiales. Et voici la valeur de sigma carré U. On a la bonne valeur pour sigma carré U maintenant. Et quand on vient ici, on peut constater que l'inverse de la matrice x prime x, dans le cadre du calcul que j'ai effectué manuellement à partir de la matrice cofacteur, voici l'inverse de la matrice x prime x que j'ai calculé manuellement. Et voici les t student que nous avons trouvé de l'autre côté, dans l'autre feuille de la régression multiple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je mets par exemple 0 comme déterminant, qu'est-ce qui va se passer? Ça, vous le savez déjà, la matrice x prime x devient non inversible, impossible de calculer la matrice des variances-covariances, impossible de calculer les coefficients bêta, les t-student, la statistique de student, les écart-types. Ça, vous le savez déjà. Donc là, c'est écart-type. Nous allons maintenant considérer que le déterminant est très petit, une valeur qui tend vers 0. Donc 0.50 et puis 1, c'est-à-dire on a là 10 exposant moins 1. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui se passe lorsque les valeurs sont proches, les valeurs du déterminant sont proches de 0. On constate que les valeurs obtenues pour la matrice, tout d'abord la matrice pour l'inverse de la matrice x prime x, sont des valeurs très élevées, comme on peut constater ici. Ces valeurs tendent vers l'infini, ces valeurs explosent. Vous voyez, ce sont des valeurs très élevées, du genre 2.88 par 10 exposant 15. Le même constat se fait aussi au niveau du coefficient bêta, qui donne aussi des valeurs très élevées. Le même constat se fait aussi au niveau des écart-types, qui donnent des valeurs très élevées. La statistique de student aussi est biaisée. Donc, avec la multicollinéarité, quel que soit le cas considéré, que ce soit dans le cadre de la multicollinéarité parfaite, il devient tout simplement impossible à estimer lorsqu'il existe une collinéarité parfaite entre des variables explicatives. Il devient impossible de calculer ces statistiques, mais dans le cas de collinéarité non parfaite entre les variables explicatives, ces valeurs deviennent très élevées. Merci de votre compréhension. À la prochaine pour une autre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez vu l'intuition de la multicollinéarité, je vous invite à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de la prochaine vidéo.
Au revoir.